Rahman Rahim. Donc, on continue mes cours de renforcement des sciences de la vie et de la terre au niveau du lycée. Donc, l'unité 6, les phénomènes géologiques accompagnant l'orogenèse, c'est-à-dire la formation des chaînes de montagnes et leur relation avec la tectonique des plaques. La leçon numéro 2, donc la leçon 1, j'ai parlé des chaînes de montagnes récentes, les chaînes de subduction, chaînes de collision, chaînes d'obduction. Maintenant, on va parler de la leçon 2, ce sont les déformations tectoniques caractéristiques des chaînes de montagnes. Voilà. Donc, qu'est-ce que la tectonique? C'est quoi? C'est l'étude des déformations des roches, donc, qui constituent l'écorce terrestre, c'est-à-dire qui constituent donc les plaques lithosphériques. D'accord? Les différents types de déformations tectoniques, alors il y a des déformations qui sont, on les appelle des déformations cassantes, c'est-à-dire les failles et les fractures, pour les roches bien sûr dures. Les déformations souples, c'est-à-dire les plis, c'est-à-dire pour les roches qui sont un peu ductiles, souples. D'accord? Donc, ces deux catégories de déformation dépendent bien sûr principalement des conditions physiques, essentiellement la pression, donc qui s'exerce pendant la déformation, et des propriétés bien sûr des roches, la ductilité, c'est-à-dire la capacité à se déformer sans se rompre. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la ductilité. Donc, on va voir donc qu'il y a les failles et les plis. Donc, ne sont pas isolés les uns des autres, donc on va parler de différents types de déformations dans ce cours. On va commencer avec les plis. Alors, qu'est-ce qu'un pli donc? Un pli, c'est une déformation tectonique due aux compressions, donc formation de ce qu'on appelle les anticlinaux et les synclinaux. Un anticlinal et un synclinal. Donc, on va parler donc premièrement du document numéro 1, c'est-à-dire les éléments d'un pli. Qu'est-ce que sont les éléments d'un pli? Alors vous avez vous savez par exemple ici un anticlinal et ici un synclinal. Donc c'est le plan, on l'appelle le plan axial du pli anticlinal. 2, donc, c'est l'ensemble, donc la ligne qui lie donc les points les plus hauts d'un pli anticlinal. Donc ça s'appelle la charnière anticlinale. Voilà. Les 3, ce sont les flancs. Ici par exemple, les flancs du pli. 4, c'est la charnière synclinale. Voilà. L'ensemble donc des points les plus bas dans un pli synclinal. 6, 5 bien sûr. 5, oui, 5, c'est le flanc, bien sûr. Ça, c'est un flanc, les flancs. Donc, j'ai les paillettes, voilà. 6, le plan axial synclinal, voilà ici. Alors, pour le plan axial, c'est l'ensemble. Donc, c'est un plan qui lie toutes les charnières, donc toutes les charnières d'un pli anticlinal ou bien synclinal. D'accord? Alors, pour les différents types de plis, alors, selon, donc vous avez ici un pli. Selon l'angle alpha 1 et alpha 2, on peut donc classer donc, les plis en ici 5 types. Alors, vous avez un pli droit. Un pli droit, qu'est-ce que ça veut dire un pli droit? Les deux flancs ont le même pendage, c'est-à-dire l'angle alpha 1 est égal à alpha 2. Par exemple, vous pouvez trouver alpha 1 égal à alpha 2 égal à 42 degrés. D'accord? Cet angle. Ça, c'est un pli droit. Et la surface, bien sûr, axiale ou bien le plan axial, donc il est vertical. D'accord? Un pli déjeté. Alors, les deux flancs ont des pendages différents, bien sûr. Le pendage, regardez donc le pendage de celui-là et celui-là. Alors, comment connaît-on le pli déjeté? C'est différent, donc ils ont des pendages différents, les deux flancs, et inférieurs, donc à 90 degrés. C'est-à-dire alpha 1 et alpha 2, ils sont tous deux inférieurs à 90 degrés. Un pli déversé. Qu'est-ce qu'un pli déversé? C'est l'un des flancs a un pendage inférieur à 90, par exemple celui-là, alors que l'autre flanc a un pendage supérieur à 90 degrés. Donc alpha 2 inférieur à 90 degrés, alpha 1 supérieur à 90 degrés. Le pli à genoux, bien sûr, l'un des flancs a un pendage inférieur ici inférieur à 90 et l'autre bien sûr un flanc vertical, c'est le pli à genoux.
Donc alpha 2 inférieur à 90 et alpha 1 est égal à 90. C'est un pli, donc c'est un flanc vertical. Pour le pli couché, le plan axial bien sûr du pli couché hein, est presque horizontal. Donc vous avez un pli couché. D'accord? La surface axiale, donc le plan axial, il est horizontal. Ça, c'est pour les différents types de plis, donc les éléments du pli et les différents types de plis. Pour les failles, alors, le deuxième type, bien sûr, ce sont les déformations cassantes. Et on va commencer avec le donc quels sont les éléments d'une faille. C'est quoi? C'est une déformation. Une faille, c'est une déformation cassante, donc qui se manifeste par un déplacement des deux compartiments, bien sûr, isolés, donc séparés par la faille. Un déplacement, ce déplacement, donc ça s'appelle le rejet de la faille. Donc petit a ici, vous avez le rejet de la faille. Donc regardez cette couche et l'autre couche bien sûr. Donc alpha A, c'est le rejet de la faille. B, c'est le miroir de la faille. Donc le miroir de la faille, c'est un miroir, donc c'est une surface de glissement lorsque la faille survient. Donc glissement donc, d'un compartiment par rapport à l'autre. Donc ce miroir, comment le reconnaît-on sur le terrain? Il contient des stries. On les appelle des stries de glissement qui nous donnent une idée sur la direction, bien sûr, du déplacement. Voilà, C, c'est le compartiment affaissé ou bien le compartiment inférieur, affaissé. Et D, c'est le compartiment donc surélevé, donc supérieur. Et alpha ici, c'est le pendage de la faille. Donc on classe aussi les failles en type. Vous avez une faille verticale, je m'excuse ici, il manque un E, donc une faille verticale. Fariq amoudi. La direction du déplacement, elle est verticale. La faille normale, les deux compartiments, c'est-à-dire les deux masses rocheuses séparées, donc s'éloignent. Il y a un déplacement. D'accord? Il y a un rejet, donc un rejet horizontal. D'accord? Alors, pour la faille inverse, alors les deux masses de la faille se rapprochent. Il y a un rapprochement des deux masses rocheuses. Et recouvrement partiel de l'un des compartiments par rapport à l'autre. C'est-à-dire, donc c'est comme si on a des roches qui vont chevaucher d'autres. Donc c'est ici une compression par exemple. Pour les failles normales, il y a extension. Donc ça on appelle extension. Voilà. Et ici donc compression. D'accord? Alors, le décrochement incliné sénestre, c'est un déplacement, donc c'est une cassure donc, horizontale, donc c'est avec déplacement horizontal. Alors, les deux compartiments donc séparés, ils se déplacent horizontalement. Et si le déplacement se fait à l'encontre, donc le déplacement à l'encontre des aiguilles d'une montre, on appelle ça le décrochement incliné sénestre. Ici, si c'est le contraire, donc le déplacement se fait donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc on l'appelle, c'est un décrochement ici incliné dextre, vers la droite, ici vers la gauche. Alors, comme on a dit, alors les failles et les plis, donc il y a ce qu'on appelle les déformations donc, intermédiaires, c'est-à-dire on a en même temps des plis et des failles. Donc ici, dans ce document 3, on suit donc un pli. Donc vous avez ici les pressions tectoniques ici, donc, qui s'exercent sur ces couches. Étirement, alors dans un flanc, il y a un étirement. L'étirement et la diminution de l'épaisseur d'un flanc. D'accord? Donc plissement ici. Alors là, ça c'est la phase 1. La phase 2. Alors, ici, diminution de l'épaisseur avec apparition d'une faille dans le flanc inverse. Donc, vous avez ici faille. D'accord? Donc, on passe du pli au pli faillé. Donc, c'est un pli faillé avec un rejet, bien sûr. Alors, si les compressions tectoniques continuent comme ça, on va avoir un chevauchement. Donc, ces roches vont chevaucher donc, les autres. Donc, donc les roches, donc les strates chevauchantes et
les strates ici chevauchées avec ici un régime. Donc d'accord. Donc ce qui dit chevauchement, donc on va parler de ce qu'on appelle les nappes de charriage. Il y aura donc les nappes de charriage, il y aura un déplacement à des centaines de kilomètres des masses rocheuses qui vont donc arriver à d'autres endroits. D'accord? D'ailleurs, on va parler ici directement de la nappe de charriage. C'est quoi une nappe de charriage? La nappe de charriage est un ensemble de terrain qui a été déplacé, c'est-à-dire alloctone. Le terme alloctone, ça veut dire qu'il a été déplacé, il vient de loin. Et est venu recouvrir un autre ensemble, c'est-à-dire l'ensemble qui est autochtone, dont il était très éloigné à l'origine. Recouvrement des roches donc, qui vient de loin vers d'autres. Donc les parties les plus avancées forment ce qu'on appelle le front de la nappe. Regardez ici l'exemple de Tanger, dans les rides, donc Rifen, donc la chaîne Rifen au Maroc, au nord du Maroc, l'unité de Tanger. Vous avez ici l'unité de Jebel Gorgiz, alors qui a chevauché c'est le terrain alloctone ici qui vont regardez ici qui se déplace. Donc on trouve ici donc cette unité et on le trouve ici. Donc ça, ils forment ce qu'on appelle des nappes de charriage. D'accord? Donc ça, je récapitule. Une nappe de charriage est un ensemble de terrain qui a été déplacé à l'octone et venu recouvrir un autre ensemble autochtone, voilà, les autochtones par exemple, dont il était très éloigné à l'origine. Les parties les plus avancées forment le front de la nappe. D'accord? Alors, d'une part, ça, c'est ce qu'on appelle donc le nappe de charriage. Il peut y avoir les associations de failles. Dans le cadre, par exemple, du jeu de failles, on aura donc le mouvement des failles normales. Donc, les failles normales aboutissent à la formation des sommets appelés les horsts et des parties donc, plus basses appelées les grabens. Donc, ils sont dus au jeu des failles normales. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les associations de failles. Ici, les déformations intermédiaires, c'est-à-dire le passage du pli au pli faillé, au chevauchement, à la nappe, en nappe de charriage. Bien sûr, qui dit pli, faille inverse, faille inverse, nappe de charriage, se sont liées donc aux pressions, aux compressions tectoniques, qui expliquent donc les déformations qu'on trouve donc dans les chaînes de montagnes, d'accord, dans les zones de rapprochement des plaques lithosphériques. Pour les failles normales, c'est plutôt l'extension. Donc ils aboutissent donc à l'éloignement des plaques lithosphériques. J'espère donc que vous avez donc appris quelque chose avec ce petit chapitre, donc les déformations tectoniques caractéristiques des chaînes de montagne. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Carbone. On aura, Inch'Allah, tout pour comprendre donc les SVT pour l'examen. Merci.